Bonjour et bienvenue dans Instant Bref. Me voilà prête à traiter 3 de vos questions et tenter d'y répondre au mieux, sans me faire trop influencer par mon ego. Ah bah c'est sympa, on commence déjà les hostilités. Bonjour à vous. Allez hop, première question. Qu'est-ce que l'hypersensibilité et comment la gérer? Commençons par la définition. Être hypersensible, c'est être faible. Et c'est parti. C'est simplement avoir une sensibilité plus prononcée que la moyenne sur une période bornée dans le temps ou de manière permanente. Oui, en gros, c'est tout exagéré, toujours être une victime. Justement pas. Cet état a été constaté et reconnu par Jung et concerne quand même 15 à 25% de la population. C'est quand même énorme. Plusieurs dénominations existent pour les sujets atteints de cette particularité. Individus hautement sensibles, hypersensibles, sensibles élevés, ultrasensibles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu traites du sujet aussi sérieusement? Non, juste pour te rappeler que tu n'es pas la seule à savoir, Madame Connaissance Absolue. Ok, désolée, alors vas-y, je t'en prie, continue. Non, je préfère les interventions gênantes aux exposés. Certains points clés peuvent mettre la puce à l'oreille quant à la possibilité que vous soyez vous-même hypersensible. Vous serez plutôt du genre à vous laisser emporter ou à réagir à l'instinct parce que les émotions vous submergent et vous empêchent de prendre du recul. C'est à moi que tu parles? Vous mettez du temps à faire un choix. Vous pèserez le pour et le contre et aurez tellement le sens du détail que lorsque votre choix est posé, il sera définitif et mûrement réfléchi. Trop mûr, ça tombe de l'arbre quand même. Vous aurez une tendance anxieuse, déprimée, et vous ne vous sentirez pas forcément très à l'aise avec les gens ou en sécurité dans les lieux publics, car les bruits trop forts amplifieront l'impression de vous laisser déborder. D'ailleurs, vous pleurez assez facilement et on a tendance à vous le reprocher. Normal qu'on le fasse, non? Les vidéos, films, images violentes vous donneront l'impression de vivre vous-même ce que la victime subit à cause d'une empathie très développée. Vous tentez d'éviter ce type d'interaction à tout prix. L'empathie, quelle plaie! Vous ferez preuve d'une adaptabilité plus importante que la moyenne, simplement parce que la critique vous touche profondément et que pour l'éviter au maximum, vous ferez tout pour plaire. Commencez déjà par vous plaire et flatter votre ego avant de penser à celui des autres. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive et ne représente en rien un diagnostic, simplement une suite d'indices que j'utilise parfois en séance. Une sensibilité plus développée que la moyenne est tout sauf un handicap. J'ai d'ailleurs l'habitude de le dire aux personnes qui me consultent, je comparerais ça plutôt à un super pouvoir. En étant hypersensible, vous avez une attention, une vigilance naturelle qui vous donne un gros avantage pour l'analyse d'une situation et l'anticipation de ce qui pourrait vous faire du mal. Alors, bien entendu, il est important d'apprendre à gérer cette sensibilité à fleur de peau, ne serait-ce que pour ne plus la subir et pour savoir l'utiliser à bon escient. Pour cela, il n'existe aucune formule magique, aucun remède miracle, simplement quelques exercices et beaucoup de temps. S'il vous plaît, je vous le demande comme un service, arrêtez de suivre les idées qui sortent des tests Facebook et prenez plutôt conseil auprès d'un professionnel de santé. Ce n'est pas une option. Quand je me retrouve face à des hypersensibles en détresse, je conseille personnellement de travailler beaucoup sur le souffle, ne serait-ce que pour apprendre à se concentrer sur autre chose que l'événement qui fait déborder le vase. Savoir poser son souffle et sentir son impact sur et dans son corps et accepter ce faisant de vivre pleinement son émotion, c'est déjà un point positif énorme, puisqu'il permet de comprendre qu'aucune émotion n'est mauvaise et que toutes peuvent être maîtrisées sans frustration. Ah ouais, ça marche vachement bien! Ensuite, on travaille sur la création d'une sorte de bulle à définir ensemble qui protège quand l'émotion devient trop présente et risque d'être incontrôlable. Quand on crée sa bulle soi-même, on apprend naturellement à se connaître et à identifier les facteurs de perte de contrôle. On peut créer cet espace de protection simplement en le visualisant ou en faisant appel à un geste réflexe que l'on paramètre lors des séances. Enfin, je rappelle que le repos est aussi un très bon moyen de gérer son hyperémotivité. Il n'y a qu'à le voir chez les enfants. Plus ils sont fatigués, plus ils sont excités et débordants. Et pas que d'énergie d'ailleurs. C'est vrai, ils débordent aussi d'émotions. Alors imaginez sur nous, adultes,
Allez, quitte à rester dans les émotions. Question suivante. Comment gérer sa colère en ayant toujours une alternative sous la main? Range-moi ça tout de suite. Ok. La colère n'est pas une mauvaise chose, contrairement à ce que l'on tente de vous faire croire au quotidien. Elle est un signe naturel que quelque chose n'est pas aligné sur vos besoins ou vos valeurs. Et c'est génial de pouvoir s'appuyer sur une émotion qui sert d'alarme. Bien entendu, si la colère devient envahissante ou inadaptée, voire constante, c'est que le problème réside ailleurs et il faut parfois penser à se faire accompagner. La gestion de la colère, comme la gestion de l'hypersensibilité, nécessite d'apprendre de soi un peu plus chaque jour. Mais ici, au lieu de tenter la création d'une bulle de protection, on préférera une approche plus ludique, comme par exemple se fixer des mini-défis tous les jours. Exemple, aujourd'hui je décide que le collègue qui me nargue un peu plus chaque jour, à la prochaine réflexion désagréable ne prendra pas une insulte, mais un grand sourire. Résultat, il sera désarmé parce que pas habitué à ma réaction. Ici, on ne donne pas raison à l'autre en ne réagissant pas par la colère. On lui démontre que l'on a très bien compris son jeu et qu'on ne veut simplement pas rentrer dedans. Notre temps est précieux, donc on ne le gâche pas. Un autre moyen ludique de gérer la colère que j'utilise plus aisément avec les enfants, mais qui, d'expérience, fonctionne à merveille avec les adultes, est d'avoir une feuille de brouillon, de griffonner sa colère dessus, la chiffonner en boule et la jeter le plus loin possible pour sortir physiquement la colère que l'on porte en soi et l'envoyer ailleurs. C'est facile, rapide et efficace. Enfin, si vraiment la colère se justifie suite à des actes répétés contre vous, une agression physique ou verbale, quoi que ce soit qui nécessite que vous vous mettiez en colère, verbalisez. Si c'est au travail, essayez de trouver les mots qui ne vous porteront pas préjudice pour passer votre message. On préférera le « Tiens, je suis surprise que tu agisses ainsi avec moi » plutôt que le « Casse-toi vite et loin, boulet ». Voilà, très bonne illustration. Si c'est dans votre vie quotidienne, appuyez-vous sur les termes utilisés par l'autre qui vous énervent pour réinterpréter, reformuler et confronter l'autre à ce qu'il déclenche chez vous. Il est toujours plus facile de comprendre quand on est soi-même concerné. Dernier conseil, il est important d'évacuer la colère dès que possible et de manière contrôlée et contrôlable, car plus l'attente est longue, moins on a les moyens de gérer la sortie de l'émotion. Ou effet cocotte minute. Question suivante. Comment atteindre l'amour de soi? En s'aimant, voilà, fin. Merci du conseil, Captain Obvious. Quoique pas totalement fausse, l'idée est effectivement d'apprendre à s'aimer en prenant conscience de sa valeur propre. La question à se poser avant de chercher l'amour de soi, c'est qu'est-ce qui nous empêche de voir à quel point on a de la valeur? On peut être coincé par des blocages apparus à cause d'un contexte familial, d'un choc émotionnel, d'un traumatisme, de harcèlement. Et il faut tenir compte du facteur déclencheur. Pour en tenir compte, il faut déjà l'identifier. Si vous pouvez le découvrir seul, c'est que vous avez déjà fait cette démarche de remise en question et d'analyse sur votre propre parcours, et ce n'est pas donné à tout le monde. Bravo, vous remportez un bon point. Et pourtant, vous êtes toujours coincé avec votre estime de vous qui frôle les pâquerettes. Avoir trouvé la source est un grand pas en avant, mais ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on se rappelle que les copains en cours de récré nous surnommaient l'idiot du village qu'on va d'un coup retrouver pleine confiance en soi et donc commencer à s'aimer. Ce serait trop facile. Un accompagnement thérapeutique devient nécessaire quand on n'arrive pas à trouver le point positif en soi et, suite logique, qu'on en vient même à douter que l'on serve à quelque chose. Déjà parce qu'on n'a pas besoin de servir à quoi que ce soit, c'est vrai. Et ensuite, parce que votre valeur profonde existe, même si elle ne vous saute pas aux yeux. Vous ne me croyez pas? Ok, alors laissez-moi vous le démontrer. Vous avez réussi à être le mélange de deux gamètes qui ont eu un mal de chien à se trouver. Vous avez su apprendre des tonnes de choses tout au long de votre vie, choses que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Parler, lire, écrire, compter. Vous avez progressé dans certaines spécialités. L'art, le jardinage, la couture.
le sport, votre métier. Vous êtes peut-être devenu parent ou vous avez préféré adopter un chien ou un chat ou un poisson rouge à qui vous donnez de l'amour. Vous vous êtes fait des connaissances, des amis avec qui vous partagez des points de vue et dont vous vous nourrissez. Si tu as des amis, c'est bien parce qu'ils te connaissent mais qu'ils t'aiment quand même, non? Je vais arrêter la liste ici. Tout ça pour dire que chacun d'entre nous a de la valeur et qu'il est nécessaire d'en prendre conscience. Nous avons tous une raison d'être et quand on ne peut pas la trouver, d'autres le font pour nous. Apprendre à s'aimer, c'est se souvenir que la seule personne avec qui vous passerez le restant de vos jours, c'est vous. Et que plus vous vous porterez d'attention, de soins et d'amour, et plus vous serez raccord à l'extérieur avec ce que vous portez à l'intérieur. S'aimer, ce n'est pas être narcisse, c'est être conscient. Voilà, c'est la fin de ce nouvel instant bref. J'espère que les réponses apportées vous permettront une première approche. Et pour le prochain numéro, j'attends vos questions en commentaire de cette vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, vous seul guidez votre vie. Alors, c'est qui le chef ?